Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons démarrer la journée par la session innovation. Donc cette session va être un peu partagée en deux parties. Une première partie avec une table ronde. Je laisserai la parole à Philippe qui managera cette table ronde. Et puis ensuite, nous aurons une session un peu particulière sur les startups et un travail que nous faisons à travers le bureau innovation de l'Institut, en particulier sur les startups et avec un petit événement sur la labellisation de quelques startups que nous avons sélectionnées. Voilà, je laisse la parole à Philippe. Bonne matinée. Merci beaucoup, Philippe. Emeline, si tu veux mettre mon... Tu peux juste revenir une seconde? Vous notez la parité? Bon, je vais faire revenir parce que ça ne va pas durer. Puis vous noterez que c'est les hommes qui commencent à parler en premier. Après, ils partent tranquille. Allez, c'est fait. Ah, mais je pense que vous prendrez largement la parole après, mesdames. Oui, après, t'as tout dit. Donc bonjour, merci d'être présent pour ce deuxième jour des MII Days. Donc on va parler aujourd'hui d'IA générative et de deepfake. Donc je suis Philippe Viexorek, je suis directeur innovation au sein du pôle Minalogic, qui est le pôle de la transformation numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. On a réfléchi, on a constitué un groupe de travail, donc un think tank en français, pour réfléchir sur les possibilités, les dérives de l'IA générative. Et donc la table ronde illustrera certains de ces propos. Donc si vous étiez là hier, vous avez vu, on a remis un petit livre blanc à la vice-présidente de la région, puisque c'était une commande de la région initialement. Et donc je vais faire un petit propos introductif pour vous dire un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a vu comme risque. Donc à commencer par vous avez reconnu Barack Obama qui dit des choses, et ce qu'il est en train de dire, si vous ne parlez pas anglais, c'est qu'il dit il y a peut-être des choses que j'aurais jamais dit et jamais dit en public. Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. D'accord. Donc on comprend qu'il peut pas dire ça en public. I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Voilà. Vous voyez ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un journaliste qui a fait un deepfake. Donc c'est lui qui parle. Vous voyez que ses lèvres sont synchrones avec Obama. Et donc typiquement, ça c'est un deepfake qui est juste flagrant. Obama ne pourra jamais dire que Trump est une grosse... voilà. Donc voilà, illustration des deepfakes. Il y en a d'autres. Vous avez probablement vu cette news-là, où un pauvre contrôleur financier s'est retrouvé dans une visioconférence avec tout son board. Donc c'était une boîte d'investissement. Et le patron de son board lui a dit il faut virer 5 millions à droite, 4 millions à gauche, etc., etc. Il avait tous les gens de sa hiérarchie présents, sauf que c'était le seul humain qui était dans la visioconf. Donc il a fait les virements. Le résultat des courses, il y a eu un détournement de 26 millions. Et la pauvre personne, alors il fait une erreur, il aurait dû demander une double confirmation, etc., etc. Toujours est-il que 26 millions. Alors j'ai pas trouvé le nom de la boîte, c'est une boîte singapourienne, je crois. Et donc c'est resté secret. Un autre exemple de deepfake, c'est une dame. Donc sa fille était partie avec son mari skier, je ne sais pas quel état aux US. Elle a reçu un appel téléphonique du numéro de téléphone de sa fille qui lui disait maman, donc en panique la fille, j'ai été enlevée, il faut prendre tout ce qu'on a sur le compte et le virer à tel endroit. Donc heureusement elle n'a pas fait ça, mais bon, ça l'a un peu terrifiée. Au début j'ai cru qu'elle avait fait le versement, mais non, elle ne l'a pas fait. Il faut juste savoir qu'avec les outils d'aujourd'hui, en 3 secondes, avec un flot de 3 secondes de parole de n'importe quelle personne, on arrive à générer à peu près n'importe quoi sous n'importe quelle émotion, en faisant passer n'importe quelle émotion. Et il n'y a pas besoin de faire de la rocket science, c'est disponible sur le web, en 10 secondes vous faites ça. Dernier exemple, donc c'est les influenceurs. Donc vous savez que toutes les marques utilisent des influenceurs. Un influenceur humain, c'est pénible parce qu'il fait des caprices. Dès qu'il devient un peu célèbre, il veut manger certains trucs, il veut dormir plutôt dans des grands hôtels. Donc il y a plein de gens qui ont créé des avatars, donc des marques. Donc je ne vous les cite pas tous, mais bon, voilà, c'est des gens qui génèrent plusieurs dizaines de millions d'euros de revenus par leur contenu vidéo, et c'est pas des humains. Il n'y en a aucun qui est humain là-dedans. Celui qui s'en approche le plus, c'est le monsieur là, qui s'appelle Incognito Influenceur. Alors lui, il ne fait pas ça à but lucratif, il fait ça pour montrer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc on va tâcher de l'avoir. Vous savez, on a un webinaire tous les mois
dans MIAI pour justement explorer les possibilités de l'IA générative. On va l'inviter, je crois que c'est sur la session d'octobre ou de novembre, donc j'espère qu'il viendra. Comme je vous le disais, les outils, ça ne manque pas. Donc là, j'en ai pris quelques-unes. Hein. Donc, dès que vous voulez changer un visage sur une vidéo, sur une photo, ben, voilà, il y en a plein. Et c'est aussi simple qu'un site web. Hein. Vous rentrez la vidéo, la photo, vous demandez ce que vous voulez faire, vous rentrez un texte avec un échantillon de voix et ça le fait pour vous. Alors, heureusement, la contre-attaque s'organise. Donc, très, très récemment, parce que ça date de mai 2024, il y a OpenAI qui a sorti un deepfake detector qui s'applique uniquement à ce qu'ils génèrent eux pour l'instant. Donc, on peut imaginer qu'ils mettent des informations dans ce qu'ils génèrent pour montrer ce qu'ils ont fait. Le truc qui est intéressant, c'est qu'ils détectent à 98%, je dirais seulement, parce que s'ils mettent un watermark, c'est fait par OpenAI, je ne comprends pas qu'ils ne fassent pas du 100%, donc ça veut dire que c'est autre chose, ils n'ont pas publié la solution. Par contre, ils ont un très faible taux de faux positifs, ce qui est intéressant aussi. Il y a une initiative qui s'appelle la C2PA qui s'est créée principalement sur des gens qui créent du contenu ou qui créent des outils pour créer du contenu. Et cette initiative-là, ils vont mettre des informations, donc typiquement un Photoshop, un logiciel de vidéo, il va documenter toutes les opérations qui ont été faites sur le média original, encrypté bien sûr, et ça veut dire que demain, on pourra savoir qu'est-ce qui a été fait sur le média. Ça va également, donc vous voyez, il y a des gens comme Sony, etc., donc des fabricants d'appareils de caméra, ils vont mettre ça également dans le... Donc on n'aura pas le choix d'utiliser ou pas ce truc-là. Et puis j'ai vu très récemment, donc il y a Authentic AI qui vient de sortir. J'ai copié leur page web parce que c'est tout ce qu'il y a sur leur page web. Donc en gros, ils disent qu'ils vont faire quelque chose, mais on ne sait encore pas quoi. Donc voilà. Comme je vous le disais, donc on a réuni un groupe de travail pour produire ce petit livre. Donc on va le mettre en ligne. J'en avais quelques versions imprimées hier, mais j'en ai pas amené assez. Il sera en ligne dans les prochains jours, je pense, via MIAI, via GEM également, et probablement par Minagic, bien entendu. Et puis, sans plus attendre, je vais donner la parole à ces dames et à Thierry sur la table ronde. Donc voilà, donc, vous remarquez qu'au-delà de la parité, on a représenté presque toute la région, parce que je crois qu'on a des Grenoblois, des Stéphanois et une Lyonnaise. Voilà. On est pas mal. Ouais, on est pas mal. Merci Philippe pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Alors voilà, je ne vais pas vous demander de vous présenter, on va gagner du temps et du temps pour éventuellement quelques interactions. Voilà, donc nous avons eu avec Philippe l'honneur, et vraiment l'honneur, de coordonner ce groupe de travail pour répondre à la question posée par la région. Et la question était quand même, quelles sont, de nous demander des préconisations face au risque des deepfakes. Et donc, il y a vraiment cette idée de risque. Alors, le parti pris pour l'échange aujourd'hui, c'est de, autant que possible, vous faire revivre un petit peu ce qu'on a vécu, nous, pendant ce groupe de travail. Alors, on s'est réunis au début, on s'est dit comment va-t-on l'attraper. Alors, c'est très, très simple. Hein. Moi, je suis prof à la base, donc on va l'attraper de manière très, très logique. D'abord, pourquoi vous engagez? Donc, je leur poserai une première question qui est de dire quelles sont vos motivations, quelle est l'importance de ce sujet que l'on nous soumet, formuler des préconisations face au deepfake. Et donc là, de manière très courte, et je vais vous demander de manière très personnelle, voire presque intime, de dire ce qui s'est passé dans votre tête pour vous dire, d'abord, l'IA générative, c'est important de s'y intéresser, puis deuxièmement, je vais embarquer dans un think tank qui va me prendre du temps, parce qu'en ce moment, c'est quand même aussi une denrée très rare, le temps. Voilà. Donc, ils nous diront ça dans un premier temps. Je leur redis pour qu'ils se préparent là. Très vite, hein, pour se mettre dans le bain. Ils ont embarqué. Et donc là, on s'est dit, bon, OK, manifestement, il y a un problème, mais quel est ce problème? C'est un problème complexe, multifacette, hyper dynamique, puisque Philippe vient de nous faire une petite mise à jour. On aurait presque envie de recommencer le travail cette année, tout va bien. Donc, deuxième point, on s'est dit, bah tiens, et moi, étant moins dans les deepfakes que eux,
je me suis dit, bah tiens, ils vont chacun nous donner un exemple vraiment iconique, un exemple marquant dont on va apprendre beaucoup, mais un exemple surtout bien concret qui parle à tout le monde. C'était aussi une demande de la région. Et donc, ils vont nous partager leur exemple d'un deepfake à partir duquel on peut tirer un certain nombre d'enseignements, c'est-à-dire comprendre le problème, et puis ensuite, on arrivera tout naturellement à la troisième question, qui sont votre préconisation, et s'il n'y en avait qu'une, quelle serait-elle ? Ce que je vous propose, et ils ne sont pas tout à fait au courant, parce qu'ils sont briefés, mais il faut un petit peu de nouveauté. Je vous propose une interaction après leurs exemples. On ne va pas tout garder pour la fin. Après leurs exemples, on interagit. D'accord ? Et ensuite, on interagira aussi autant que possible à la fin. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. Vous êtes bien briefés. Première question. Alors, je vais le faire dans buzzer. Ah ouais, on va faire ça. Première question, je vais le faire dans l'ordre des buzzers. Mais pourquoi donc l'IA générative ? Mais pourquoi embarquer ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour embarquer dans ce think tank ? Ben, ça buzz pas. Je veux dire, là, on n'est pas à question pour un champion, manifestement. Alors, Joker. Non. Non, c'est pas ça. Bon. Le vrai ou le faux, la déstabilisation, ça c'est clairement, on imagine une société où on sait plus, on génère aujourd'hui plus de faux que de vrai. Hein. On parlait des caméras numériques, mais voilà. Donc on s'imagine que ça va pas aller en s'arrangeant, ou en tout cas ça ne va pas changer beaucoup. Et au-delà de ça, c'est, je dirais, monde numérique, non monde réel. Hein. On évoquait juste à l'instant l'application par exemple Replica, où on a son jumeau numérique, où on va pouvoir avoir une vie intime avec un être numérique. Voilà, c'est vraiment la chose qui m'a, moi personnellement, motivé à participer. Alors au départ, très honnêtement, pour 5 minutes, et puis finalement c'était un peu plus que ça, mais c'était aussi avec grand plaisir. Le plaisir de croiser les idées et les disciplines. Je crois que c'est très important, parce que je crois on est tous plongés dans nos techniques. Hein. Les techniques ne sont pas réservées au seul domaine dit technique. On est tous concentrés dans nos domaines, et on a du mal à relever la tête pour des questions de temps aussi. Et puis voilà, on ne pense pas à tout, on est humain. Alors je ne sais plus, je crois que c'était un prof du MIT qui disait que l'homo sapiens, c'était peut-être pas le bon vocable. Il fallait plutôt parler d'homo sapiens. Là, c'est vrai que si on veut concurrencer des IA au niveau intelligence, en tout cas au niveau computationnel, on est peut-être déjà un peu dépassé. Est-ce qu'on veut, la question, voilà, c'est est-ce qu'on veut créer une société pour l'humain et voir l'IA uniquement comme un outil, ce que disait notamment la personne qui est intervenue hier très bien, où il s'agit de démystifier, on a un outil, utilisons-le comme outil, quel cadre on y met. Voilà, c'était un peu tout ça qui m'a personnellement motivé. Merci. L'été dernier, à la maison, parce que tu m'as dit des vrais exemples. Non, l'été dernier, sérieusement, à la maison, mon conjoint était en train de regarder un truc sur Twitch, et tout à coup, j'entends la voix de Marine Le Pen. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde ? Il n'y a pas d'élection, on est en plein été, qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Et donc, je débarque, et il me dit, non, mais viens, tu vas voir, c'est impressionnant. Et c'est vrai, c'était Clad3810, je crois, c'est le nom de sa chaîne. En fait, il fait beaucoup de deepfakes avec des politiques, et on voyait, enfin, en tout cas, on pensait voir Marine Le Pen en train de dire des choses que Marine Le Pen ne dirait jamais de la vie, mais en plus, vous, quand vous étiez l'audience de Twitch, vous pouviez poser des questions et Marine Le Pen, elle vous répondait. Et là, j'ai fait OK, on est arrivé à un truc qui devient quand même assez fascinant. Moi, je suis prof de système d'info, mais mon truc, c'est l'éthique, la perception, les usages. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, tout ce qui était les technologies, et on va dire leur émergence, qui ont permis aujourd'hui de fabriquer les deepfakes, j'avoue que c'était pas totalement sous mon radar. Par contre, le jour où j'ai vu ça, je me suis dit qu'on avait vraiment quelque chose à jouer, à aller s'y intéresser, et on pouvait pas faire semblant que ça n'existe pas, puisqu'on sait très bien que les réseaux sociaux, ça fait une caisse de résonance assez énorme. Et donc, c'est poser cette question-là de, finalement, pourquoi pas faire un truc, à partir du moment où la région est intéressée, qui permette aussi d'apporter l'eau au moulin du débat sociétal, et puis de commencer à mettre des choses à jour. Et notre motivation, c'est quand même que les étudiants, eux, ils connaissent maintenant les deepfakes, et qu'en fait, c'est aussi un formidable exemple de tout plein de dérives, pas que des dérives, hein, pour aussi éventuellement parler des opportunités, mais je pense que c'est important aussi de leur montrer qu'on s'intéresse à des choses qui les touchent eux, pour leur faire apprendre aussi d'autres choses après. Donc tant le côté recherche que le côté sociétal, enfin pour moi toutes les questions étaient réunies. Donc j'ai pris plus de 5 minutes quand tu m'as demandé.
Bon, moi, c'était un peu plus tôt. C'est en 2019. J'étais dans une conférence nationale à Paris et il y avait la journée commune entre GDR Sécurité Informatique et GDR et ISIS, c'est Image Signal. Et donc, il y avait journée autour de la biométrie et on nous a présenté Deepfake en disant, bon, attention, il y a les nouveaux, les images qu'on peut générer, c'est les humaines qui n'existent pas et de point de vue de biométrie, c'est quelque chose... très, je sais pas, c'est urgent à résoudre. Donc, on a besoin de trouver les solutions. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, j'ai adoré ce sujet. Et donc, j'ai commencé, quand j'ai eu le poste à Lyon, j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Et j'avais quelques stages de recherche, du coup, sur ce sujet. J'ai encadré les stages et actuellement, je co-encadre la thèse sur ce sujet de deepfake. Et bien sûr, c'est le sujet qui touche maintenant tout le monde. Donc, moi, je n'ai pas peur forcément de deepfake, mais je pense que c'est important de détecter qu'il y a les deepfakes dans le monde. Je vais donner mon avis également. Donc, j'ai deux motivations. Donc, la première, c'est que j'ai pas eu le choix parce que quand la région demande et que c'est notre financeur, non, plus sérieusement, c'est un sujet qui me passionne. Puis c'était également, effectivement, comme l'a dit Thierry, l'occasion de croiser des points de vue différents parce que on n'a pas pu faire venir tout le groupe de travail ce matin, mais il y avait une avocate, il y avait effectivement pas mal de gens de GEM qui croisent, voilà. Il y avait également quelques industriels. Donc voilà. Donc c'était un peu l'idée. Voilà, donc c'est un sujet, je crois, qu'on ne peut pas ignorer, ou en tous les cas, ce serait assez inconscient de l'ignorer, qui qu'on soit. Et c'était quelque chose, je crois, qui était assez partagé, entre fascination et peur. D'ailleurs, que la question, c'était, ça commence vraiment à nous faire peur, faites-nous des recos. Oui, mais en même temps, il y a un effet de fascination. Et puis, en fait, très rapidement, le groupe était dans le oui mais. C'est super, oui mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes, oui mais on en a besoin. Et donc quand on est dans cette situation de dilemme, forcément on a besoin de mieux comprendre. Alors on est parti de la réalité, et on est parti de cas. On s'est attaché à se dire... ces cas d'application de l'IA générative, on va essayer d'en choisir des cas divers, dans des univers divers, puisque, comme on l'a vu, ça concerne tout le monde, ça va concerner les jeunes, donc l'éducation, la formation, ça va concerner des secteurs, la biométrie, la sécurité, et puis en fait... voilà. Donc on a découpé le travail en 5 grands types d'applications d'IA générative dans un certain nombre de secteurs. Et puis en fait, ce travail était facilité parce qu'ils avaient chacun plusieurs exemples, mais un exemple préféré à partir duquel on a beaucoup appris. Alors ce que je vous propose maintenant, dans un autre ordre, on va faire le buzz, mais on change l'ordre, c'est de partager en fait le cas sur lequel qu'on a partagé ensemble pendant les groupes de travail, qu'on a restitué dans le livre blanc, mais vraiment sous l'angle, qu'en apprend-on? C'est ça la difficulté. Moi, l'exemple qui m'a peut-être le plus marqué, même si c'est pas un deepfake tel que ce que je vous ai montré, c'est l'émergence des deadbots. Donc, c'est des doubles numériques que vous éduquez pendant toute votre vie et que vos proches pourront utiliser une fois que vous serez disparu. Donc déjà, c'est un peu glauque, ça pose plein de questions sociétales, philosophiques, etc. etc. L'utilisation de ces trucs-là qui a été faite notamment en Corée, ils ont fait une émission de télé-réalité où ils ont mis 2 parents en face de leur fille disparue, qui avait 6 ans, dans une interaction immersive. Et devant le summum, donc évidemment toute la Corée a regardé ce truc-là. Maman pleurait, papa avait pris de la distance parce que lui, il s'est dit c'est pas bon. Et tout ça devant leur deuxième fille qui avait 3 ans, qui ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'elle voyait sa mère qui berçait son ancien enfant. Elle est partie pour 20 ans de psychothérapie, je pense. Donc voilà, donc c'est pas tout à fait un deepfake, mais c'est quand même les mêmes technologies qui permettent ces trucs-là. Et effectivement, je rejoins Sylvie en disant on voit toute la possibilité des trucs, mais on voit aussi la bêtise humaine des applications qu'on peut faire. Bon, moi, j'ai un deepfake gentil, je dirais, pour changer le sujet. Elle était particulièrement plus... Il y a que du positif.
Alors on est obligé de l'embêter, quoi, et dire non mais Julia, non, je t'assure, regarde bien. Non mais non. C'est vrai, mais j'ai quand même je vois le côté négatif. Donc mon exemple de deepfake, c'est deepfake de Salvador Dali qui était construit au musée en Floride. Donc c'était une commande de musée. Et donc, vous pouvez parler avec Salvador Dali. Il y a une vidéo de 45 minutes. Et je trouve que c'est super. Je sais pas, on peut plonger dans l'univers de Salvador Dali. Et du coup, même à la fin, les visiteurs peuvent prendre une petite selfie avec. Donc bon, c'est pour dire que bon, on peut même prendre un selfie avec Salvador Dali. Ça, c'est côté positif, je trouve. Mais bien sûr, il y a les questions qu'il faut se poser. Je pense que Salvador Dali, c'est une personnalité assez extraordinaire, donc je ne pense pas qu'il sera contre, mais quand même, on n'a pas demandé droit d'image. Est-ce qu'il est d'accord ou pas? Quand on prend ces vidéos, ces enregistrements de sa vie, public aussi, mais bon, du coup, on a pris beaucoup des vidéos de lui et on lui fait parler peut-être de pas ce qu'il voulait nous dire. Donc, c'est aussi ça. Donc, bien sûr, je vois le côté négatif, mais quand même, c'est un deepfake plutôt gentil. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, c'est vraiment sympa. Je sais pas, j'ai trouvé que c'est... Je vous rappelle qu'on a les questions juste après la session exemple, hein, donc n'hésitez pas à préparer des questions un petit peu challengeantes. Alors c'est un peu le moment où on voit qu'on s'est déjà beaucoup parlé entre nous quand même. Donc l'exemple des deadbots, c'est un exemple qui, moi je trouve fascinant, mais qui encore une fois fascine beaucoup les étudiants. Donc nous, on en a beaucoup parlé en salle de classe parce qu'en fait, on n'a pas tous la même vision de c'est quoi la conscience et c'est quoi la mort. Et est-ce qu'en fait, on peut aussi trouver une forme de conscience de cette manière-là, même si ça pose toutes ces questions de consentement et de droit à l'image, ainsi de suite. Mais à la limite, là où moi, ça me fascine, mais ça me perturbe aussi le plus, ça reste les applications politiques. Et l'application politique, c'est aussi un deepfake avec Charles de Gaulle qui va pouvoir vous raconter tout plein de trucs. Encore une fois, c'est une personnalité publique, il y a plein de discours qui sont disponibles. Sauf qu'en fait, on peut lui faire dire aussi n'importe quoi. Et donc, il y a un certain risque, je trouve, à aller dans cette voie-là. Dans le même temps, un truc qu'on a quand même pas mal discuté quand on était dans le groupe, c'était aussi de se dire, mais les politiques, les parodies, tout ça, il y en a eu de tout temps. Et puis, en fait, si ça devient plus interactif, est-ce que ça ramène pas aussi en partie un certain public qui s'est détaché de la chose commune et de la chose sociale pour pouvoir les faire finalement rentrer en lien avec tous ces individus qui paraissent extrêmement loin? Donc il y a peut-être une opportunité là-dessus, mais la recherche aujourd'hui, elle nous dit quand même que généralement, si vous voyez un deepfake politique, votre attitude vis-à-vis du politicien que vous allez voir, elle va être impactée généralement négativement. L'attitude vis-à-vis du parti, généralement moins. Mais encore une fois, hein, c'est aussi des balbutiements d'études. Je pense qu'il y a besoin d'essayer d'aller plus loin. Mais ce qui veut quand même dire qu'on peut aussi manipuler ton idée et te dire, finalement, tu pensais que machin chose, il allait être super, et en fait, on vient de te montrer que pas, et tu vas aller voter pour le numéro 2 du parti. Voilà. Donc je trouve que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Alors, un exemple, moi, que je trouve assez symptomatique, il n'est pas très esthétique, mais c'est la photographie, en fait, de l'incendie du Pentagone, donc évidemment un fake. Alors, pourquoi ce deepfake-là? Pour moi, c'est intéressant, c'est assez révélateur comme souvent les catastrophes, hein, on part d'un problème de sûreté, l'incendie. On touche la sécurité puisqu'on touche le Pentagone, et finalement, ça impacte la bourse avec une baisse des indicateurs boursiers de quelques fractions de pourcents en quelques minutes. Voilà. Donc ça veut dire ce feu-là se propage à travers différentes disciplines et à une vitesse effroyable. Alors évidemment, démenti du responsable d'incendie du département, démenti quand même du représentant du ministère US de la Défense. Ça va loin. En quelques clics sur Twitter, c'est parti. C'est parti. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est, donc, comme on disait, comme toutes les catastrophes, enfin, comme souvent, c'est une succession, on va dire, d'erreurs. Dans ce cas-là, il n'y a eu aucun témoin humain qui a été associé à ça, donc un aspect journalistique qui était absent. Des artefacts, puisque c'était en mai 2023, hein, donc depuis on a fait de grands progrès, mais des artefacts présents quand même dans l'image à cette époque-là. Et puis ce fameux badge bleu sur Twitter,
qui avait été en fait, un petit peu détourné de son usage premier par Elon Musk lorsqu'il a racheté Twitter. Et on n'a plus de vérification sur les sources, du moins plus de choses patentes au niveau des sources. Voilà. Donc c'est un exemple qui n'est pas forcément très esthétique, mais qui balaye très large et qui peut éventuellement bousculer. Merci beaucoup. Alors j'avais dit, y a-t-il des questions ou des interactions ou peut-être des gens qui ont envie de compléter ces exemples? Toujours couru plus vite que moi déjà à l'école. C'est mon côté galant, Sylvie. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, bon, je suis désolé, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, mais est-ce que c'est pas le problème du deepfake, est-ce que c'est pas un faux problème quelque part? Parce que on sait depuis très longtemps qu'on ne peut pas croire les images. Staline retouchait les images tranquillement. Si on prend un catalogue Ikea, que tout le monde connaît, hein, je crois que c'est l'un des livres les plus distribués au monde, il y a 75% des images qui sont fausses dedans. Hein. Alors, et sans IA, hein, là, c'était pas de l'IA, c'était de la 3D tout simplement, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Alors, le fait de pouvoir détecter une fausse image est quelque chose de très compliqué, parce que si on prend un appareil photo moderne aujourd'hui, les optiques elles-mêmes sont capables de corriger les aberrations chromatiques avec des réseaux de neurones ou des choses comme ça. Si on prend un smartphone, c'est truffé d'IA aussi. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, les images ne sont que des simples interprétations. Et on rejoint un petit peu, c'est des illustrations en fait. Et croire qu'une image est réelle est quelque chose qui, on le sait depuis tout le temps, est faux. Mais on faisait semblant de croire que c'est une image, qu'une photographie par exemple était vraie. Alors est-ce que finalement, là, on n'a pas quelque chose qui nous met devant le nez qu'on ne peut pas croire une image comme ça? Et peut-être est-ce que la vraie stratégie, et je pense que bon, enfin, on va tous être en phase avec ça, c'est pas de développer l'esprit critique et la vérification des faits et d'avoir des stratégies de ce type-là, plutôt que de vouloir interdire les deepfakes. Si on veut interdire les deepfakes, ce qu'on fera, c'est que ceux qui veulent vraiment en tirer bénéfice n'hésiteront pas à transgresser la loi de toute façon. Et donc, ça sera que d'autant plus dangereux, quoi. Merci beaucoup, parce qu'en fait, vous auriez très bien pu être dans le groupe de travail, parce que c'est quelque chose qui... Merci. Une question qu'on s'est vraiment posée. Alors, avant de laisser une personne, un intervenant, on en est arrivé à se dire... Il faut donc aller un peu plus loin. Et en allant un peu plus loin, des choses qui ont été dites, c'est qu'on a aujourd'hui la dimension interactive qu'il n'y a pas dans un catalogue Ikea ou dans les images. C'est-à-dire que cette interaction que l'on peut avoir avec l'image, avec le son, avec... dont on n'a pas encore à l'odeur, mais bientôt. Et en fait, cette interaction, cette personnalisation fait que ça va beaucoup plus affecter les personnes, beaucoup plus embarquer les personnes. Et puis, il y a deux autres phénomènes qui sont la vitesse et l'ampleur de la diffusion. C'est-à-dire que ça va tellement vite qu'on a envie de dire le mal est fait et c'est difficile de revenir en arrière par rapport à ce qu'on avait avant. Mais je vais laisser les experts parler. J'en profite, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais je pense aussi que les types de conséquences ne sont pas les mêmes. À la limite, l'image, elle est truquée sur le catalogue Ikea. Bon, je suis peut-être déçue quand je reçois mon meuble, c'est sûr, ça m'affecte, c'est pas super. Par contre, à partir du moment où, éventuellement, j'interagis avec quelqu'un qui est déjà décédé, que j'arrive pas à faire mon deuil, même au niveau individuel, la conséquence n'est pas la même. D'un point de vue sociétal, puisqu'on a quand même mis pas mal d'exemples aussi politiques, bien sûr, hein, on se souvient tous de Cambridge Analytica. Bon, avec du deepfake, on peut aller encore plus loin sur ce type de manipulation. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on peut se poser la question. Après, le côté voir, c'est pas croire, c'est quelque chose qu'on sait depuis très, très longtemps, puisque si on revient à Platon, l'histoire de la vérité, la représentation, etc., je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais en termes de conséquences, je pense que ça mérite qu'on se pose la question et de savoir où est-ce qu'on arrive à aussi mettre un petit peu le curseur, appuyer sur cette vitesse et le reste. Une autre question. Oui, deux choses qui me trottent dans la tête. On a vu qu'il y a des deepfakes qui peuvent être sympathiques, fun, etc. Et puis on a vu qu'il y en a qui peuvent être graves. Donc je pense effectivement qu'il faut laisser la liberté se faire. Et
c'est pas très compliqué normalement d'aller écrire en bas à droite ceci est un deepfake, ceci est une image retouchée, etc. Donc j'ai pas lu vos recommandations, mais moi ça me paraîtrait le premier truc de bon sens de juste l'indiquer, tout comme certains disent maintenant ce texte a été écrit avec l'aide de ChatGPT. Et ben oui, ben voilà, et on le dit et puis c'est clair. Donc ça c'est une première chose qui me trotte dans la tête. La deuxième, c'est qu'il y a les gens qui créent le deepfake et puis il y a les gens qui les propagent. Alors, il y a des gens qui les propagent. Alors, il y a des individus particuliers, ils se sont fait piéger, ils ont cru que c'était vrai, ils l'ont propagé. Bon, d'accord. Mais il y a aussi de la presse et la télévision qui font énormément d'erreurs, qui ne font pas attention. Et ça, je trouve que c'est absolument scandaleux. Le nombre de fois où on voit quelque chose et c'est démenti 3 jours après ou pas. Des images qui sont soi-disant en direct. Il y a un plein soleil. Moi, je demande à ma belle-mère qui habite à cet endroit-là. Elle m'a dit qu'il a plu toute la journée. Voilà, donc des choses qui sont vraiment fausses où les journalistes n'ont pas fait attention, ont été trop vite. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que ces gens-là soient sérieux parce que leur métier, normalement, c'est de nous envoyer de l'information et qui doit être correcte. Il y a effectivement. Alors merci pour la transition vers les préconisations. Ils sont starting block, donc c'est parfait. Il y a effectivement, avec la vitesse de diffusion, l'ampleur de la diffusion, le fait qu'on arrive à des médias son, image, vidéo, en fait, cognitivement, on n'arrive plus à suivre. Soyons clairs. Hein. On génère en fait un volume tel, d'une telle richesse, d'une telle diversité, que cognitivement, nos machines là, elles ont un petit peu du mal à suivre. On peut peut-être les changer, mais c'est pareil que c'est un peu compliqué. Ça ne fait pas partie des préconisations. Peut-être une toute petite réponse, et puis une dernière question intermédiaire, et après on continue. Bon, je suis d'accord que c'est facile à juste écrire en bas à gauche, quelque part, que c'est généré par IA. Et c'est ça ce qui se fait, par exemple, déjà sur Instagram, on peut cocher oui, c'était généré par IA. Mais les méchants, parce qu'on a parlé de photos de Pentagone ou les choses comme ça, ça ne va pas les changer les idées, en fait. C'est comme ce qu'on a parlé aussi, qu'il y a maintenant sur le loi, il est dit il faut tatouer le contenu généré, super. Mais du coup, le méchant, est-ce qu'il va le faire? En fait, c'est ça, je pense que ça, c'est plutôt pour faire les gens honnêtes, encore plus honnêtes. Ils vont me dire que oui, je générais pour le catalogue IKEA, j'ai généré les images. Maintenant, d'ailleurs, ils génèrent avec IA aussi les photos. Ok, super. Mais du coup, est-ce que pour le méchant qui veut dire quelque chose pas correct à Barack Obama, ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a les questions ouvertes encore sur ce sujet. On va en prendre 2. Et puis après, on va continuer sur les préconisations. Donc 1 et 2, merci. Monsieur. Et ensuite... de nouveau, on pourra échanger. Donc Bonjour. J'ai participé il y a 3-4 ans à un groupe de travail de l'ANSSI qui essaie de définir un référentiel qui s'appelle le PVID, ce qu'on appelle les prestataires de vérification d'identité à distance. Et à l'époque, ils avaient peu d'expérience dans le domaine de la biométrie, mais bon, ils ont quand même défini ce référentiel. Et la base sur la biométrie, c'était de définir le temps réel. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo à 25 images secondes, peu importe avec une résolution qui est moyenne, et bien là, vous avez quelque chose qui est forcément vrai. Le PVID a été publié, mais aujourd'hui, on sait que générer une vidéo en temps réel de type deepfake est quelque chose d'extrêmement facile. Et puis, vous avez aussi une autre difficulté de l'humain, c'est que l'humain, on sait que deux frères, on a du mal à les reconnaître. Et en fait, c'est une limite de l'humain. Et la biométrie, en fait, elle a la même limite. Ça veut dire que si vous mélangez deux visages, eh bien, vous avez la difficulté de reconnaître la première et la deuxième personne. Donc ça devient quelque chose de très complexe. Et je voulais aussi réagir à un point qui avait été donné, c'est que effectivement les images, dans un moment donné, on peut vérifier effectivement qu'elles sont vraies ou qu'elles sont fausses. Tout ce qui est en réel, pour nous, c'est forcément vrai. Et puis on a peu de temps de tout vérifier. Donc on est très vite déstabilisé. C'est clair. Et c'est pour ça que vous verrez dans les préconisations, il y a des préconisations évidemment de développement technique, mais ça ne suffit pas. Et elles sont très orientées vers de la prévention. C'est-à-dire redéveloppons nos capacités finalement à prévenir plutôt que guérir. Vous aviez une question? Il faut qu'on parle un peu plus dans les micros apparemment, parce que la régie nous entend
pas suffisamment. Merci. Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez vu pour la première fois Jurassic Park, je sais pas, c'était entre 93 et 94, ou du moins l'ambiance qu'il y avait à l'époque, tout le monde disait waouh, des images. Pas née. Oh bah je suis désolé. Non, je plaisante. Moi j'étais ado. À l'époque, tout le monde disait, mais je crois que c'est le premier film où l'ensemble des trucages ont été faits par image de synthèse. Et tout le monde criait au réalisme, c'est incroyable, on ferait plus la différence entre une image de synthèse et enfin, je sais pas, vous le regardez maintenant, mais c'est dégueulasse. La différence, c'est qu'entre-temps, notre œil, il a appris, voilà, donc, à un moment, vous mentionnez que la machine là-haut, on la change pas. Si, il y a un moyen simple de la changer, c'est l'éducation. Et en fait, à force d'être confronté à des situations, puis à des situations différentes, notre cerveau, il apprend à les discriminer. Et en fait, il y a des choses qui régulièrement nous font souci et auxquelles en fait on s'adapte. Et il y a une époque, le temps réel nous semblait être un facteur discriminant. Peut-être que la génération suivante, ce sera plus le cas. Donc, je suis pas sûr que bien sûr, comme toute technologie, il faut y associer un certain nombre de garde-fous. Mais les garde-fous ne sont bien maîtrisés qu'à partir du moment où les individus se les approprient, mais pas les approprient au sens légal, mais au sens culturel. Et je pense que en fait, c'est vers là qu'il faut aller, tout simplement. Oui, la question c'est est-ce qu'on laisse faire l'évolution naturelle, y compris du cerveau, ou est-ce qu'à un moment, les choses allant tellement vite, on n'a pas c'est une question du groupe de travail, il n'y a pas une nécessité quand même de mieux encadrer les choses, y compris faire en sorte que nos cerveaux évoluent pour s'adapter à cela, mais s'adapter en allant vers les impacts positifs et en limitant aussi un certain nombre de dérives et en les anticipant. Donc on est effectivement complètement en phase là-dessus. Et puis il y a un problème d'être exposé à la diversité pour être capable de... Voilà. Et la question c'est si vous passez trop de temps avec des images d'une certaine nature, finalement ça devient plus compliqué d'avoir du discernement. Voilà. Ma génération, je n'ai pas grandi avec ces images-là, donc je sais peut-être... j'ai appris, sans m'en rendre compte, à identifier des choses du réel qu'on ne retrouve pas dans le numérique. Mais quand vous avez grandi que dans le numérique, c'est bien compliqué. Est-ce qu'on peut peut-être rebondir aussi directement sur la préconisation de l'Observatoire ? Je pense que ça répond à pas mal de questions quand même. Hein. On peut garder votre question pour la fin ? C'était une remarque. Mais alors remarque. Allez, on y va. Non, je suis désolé de reprendre la parole. C'était pour rebondir sur aussi l'exemple que tu avais donné en Corée, qu'on avait pris, nous, qu'on avait mis en avant dans un petit magazine autour de l'IA. On avait sorti cet exemple qui nous avait choqué de l'utilisation de l'IA pour créer un avatar et du spectacle. Alors, le vrai problème est le spectacle. Donc, on avait dit, voilà, c'est quand même délirant. Et puis après, il y a le site caractère.ai, etc., où on peut dialoguer avec des psys, des médecins, des machins, des trucs, et ça part dans tous les sens. Et on disait, c'est délirant, on part dans n'importe quoi, etc. Et on a reçu un témoignage qui a été totalement bouleversant d'une personne qui a pu faire le deuil grâce à un avatar comme ça d'un de ses enfants décédés, quoi. Et là, finalement, on ne peut plus tirer de conclusion de quoi que ce soit. Voilà. Les choses sont bien plus complexes que ça. Voilà. Et donc, la vraie question, c'est comment on va intégrer cette nouvelle réalité, finalement, quelque part. Bonjour. On va y arriver. Je vous promets, on va arriver aux préconisations. Je vous promets. Alors, on a un acteur, mais majeur, c'est une sorte de variante deepfake. On n'a pas mentionné ici. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont allés à Vivatech. Et Meta était là. J'ai discuté. On prend les images d'Obama qu'on a eues tout à l'heure. J'avais senti que ce n'était pas lui. Il y avait des mouvements de lèvres, la façon dont était cadencée. Alors Meta, déjà c'est Meta, c'est des milliards investis. Et ils sont capables de mimer les styles respiratoires qui donnent la personnalité à quelqu'un. Donc, et je parlais avec le représentant là-bas, et il avait un point de vue intéressant, on va dire comme ça. C'est pour les cinémas. Il a fait un constat, ils ont fait une enquête marketing peut-être, et il a dit que le dernier vrai super-héros créé de rien, c'était Neo dans Matrix. Donc ça, c'est 94. Et que depuis, on n'a pas de réel héros. Où est-ce qu'on va avec ça ? On est sur la thématique des deepfakes. Dans l'industrie du cinéma, on peut avoir bientôt des histoires qui sont écrites par l'IA.
on peut faire ressusciter Brigitte Bardot. Et on n'a pas d'image. Pourquoi Brigitte? Vous choisissez votre acteur favori. Et on n'a même plus besoin de drones pour faire des images en aérien. Ça aussi, on peut générer. Donc le deepfake, en quelque sorte, c'est un thème vraiment très vaste parce qu'on peut appliquer ça dans plusieurs industries. Voilà. Je pense que quand on parle de deepfake, il faut vraiment garder un œil sur ce qu'il fait, notamment Meta, par exemple. Oui, merci. C'est un sujet, alors on ne l'a pas abordé ici, mais dans le oui, en fait, il y a toute la dynamique business, économique, qu'une école de management connaît un petit peu, qui est une dynamique d'optimisation et d'économie. Voilà. Et alors là, pour l'optimisation de l'économie, go, 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 même si il y a quelques effets dérivés, inattendus, obsolescence de certains métiers, des effets sur droit, propriété intellectuelle, etc. Il y a effectivement, et dans ce que vous venez de décrire, il y a de l'optimisation, il y a du gain économique, et ça reste quand même un driver, on va dire, de développement important. Donc, voilà. Ça fait partie des choses, il y a dilemme et il faut être capable d'équilibrer. Avant qu'il ne me tue, je vous propose qu'on passe aux préconisations, puisque en plus, vous les avez déjà abordées. Vas-y Stéphanie, parce que là, je te sens starting block, quoi. Non, mais parce qu'en fait, non, mais c'est super parce qu'on voit dans les exemples que vous donnez et dans vos idées que vous auriez effectivement tous pu faire partie du groupe de travail. Donc, on a l'impression au moins d'avoir fait quelque chose d'à peu près représentatif. Ceci étant dit, une des recommandations, c'est notamment de mettre en place une forme d'observatoire. Et en fait, le but de l'observatoire, c'est pas de dire quels sont les mauvais usages ou les mésusages, c'est de dire simplement déjà quels sont les usages. Puisqu'effectivement, une fois qu'on ressuscite les morts, on peut permettre de faciliter le deuil. Mais en même temps, pour certaines personnes, ça ne va pas être ça. Peut-être qu'on va rapprocher des gens de la vie politique, peut-être qu'on va les manipuler plus. En fait, aujourd'hui, vous comme moi, finalement, on n'en sait pas grand-chose, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de recul. On ne sait pas non plus aujourd'hui, finalement, quel est le niveau d'incarnation nécessaire dans un deepfake pour qu'il puisse fondamentalement être manipulateur. Donc l'exemple des styles de respiration va totalement dans ce sens-là. Donc on s'est posé cette question-là. L'observatoire, c'est pas juste de l'usage individuel, c'est aussi se poser la question des usages dans les entreprises. Et je trouve que c'est quelque chose qui va devenir très important aujourd'hui, de mettre en place des formes de baromètres. Je pense également, et c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de mettre en avant dans le livre blanc, et ça transparaît dans l'ensemble de vos réponses et aussi dans leur formulation de Sylvie, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements qui sont des questionnements qui sont anciens. Le côté du grand remplacement parce qu'on a fait un mannequin en IA, etc. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des questions finalement pour nous qui sont nouvelles aujourd'hui. Donc la vraie question, ça va aussi être de se dire, si on observe, est-ce qu'on va pouvoir mieux comprendre ce qui est spécifique et est-ce qu'on va pouvoir apporter une réponse concrète au point de vue de la régulation? Alors ça, c'est pareil, j'adore, moi, mes étudiants, ils disent, non, mais c'est facile, madame, il suffit de réguler. Ben, on régule quoi? On régule comment? Et en fait, il y a déjà des lois qui existent sur le droit à l'image et sur tout plein de choses. Et donc, une de nos préconisations, qui n'était pas évidemment la seule, c'est ça. Et le développement de l'esprit critique, je termine là-dessus, je fais vite, mais les histoires de littératie en IA et d'être capable aujourd'hui d'enseigner, que ce soit aux futures générations ou que ce soit simplement aussi à des gens qui sont peut-être plus âgés, moins touchés par le numérique aujourd'hui, d'être capable de leur donner les moyens de comprendre. Parce qu'on n'a pas tous ce réflexe quand on regarde la vidéo d'Obama de se dire « Ah, il y a un léger décalage où il y a quelque chose ». Donc ça faisait aussi partie des recommandations. Stéphanie, observatoire anticipé. Oui, moi je voulais revenir sur une des remarques qui était faite, sur le fait que tous les journaux et journalistes dignes de ce nom se sont organisés autour de cellules de vérification. Ça, c'était évidemment nécessaire. Ça pose la question de la vérification, tout simplement. Alors on parle beaucoup peut-être que Julie en parlera, on parle beaucoup de l'approche marquage, tatouage numérique, aussi utilisé dans le monde par exemple du cinéma depuis longtemps. Hein. Ça avait d'ailleurs défrayé la chronique aux Oscars, ça avait permis de dépister certaines fuites. Mais plus largement au niveau, je dirais, pas que, disons, apprentissage visuel, etc., mais au niveau fonctionnement sociétal, qui diffuse quoi. Et le problème, c'est le qui et comment on gère le qui, hein, puisqu'il y a bien sûr les droits à la vie privée, mais néanmoins, lorsqu'on met sur la place publique des images
qui peuvent, je dirais, causer du tort, effectivement, on est en droit de mettre en place aussi, en fonction des risques, c'est comme ça que l'a pris l'Europe, on peut se poser la question de mettre en place une infrastructure, et on a des outils pour ça, des outils de cryptographie. C'était une des recommandations qu'on a fait dans le livre blanc. Finalement, suivant effectivement la portée et l'usage du faux, qui peut être aussi un faux au sens positif, quelle valeur il a et comment on le protège et comment, disons, on associe les moyens de l'authentifier. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines seulement, OpenAI a sorti une attestation chiffrée. Voilà, alors, c'est du Diffie-Hellman sur courbe elliptique, on sait faire mieux aujourd'hui, on peut préparer le post-quantique, c'est une des recommandations également. Voilà, c'est le fait, alors là pour le coup c'est une question qui est technique, mais on sait faire, on pense savoir faire. Tout ce qui est l'ère post-quantique est en train d'être standardisé au niveau cryptographique, mais la question elle est côté sociétal. Côté sociétal, ça pose la question de l'engagement et comment est-ce qu'on peut faire ça proprement d'un point de vue éthique et plus loin peut-être juridique. Bon, moi, je suis d'accord qu'il faut... Je suis d'accord qu'il faut continuer les recherches dans le côté protection et je pense que tatouage c'est pas mort, il faut quand même mettre en place tatouage pour les IA génératifs et il y a déjà même en fait quand on parle de la sécurité et de cette approche de détecter les deepfakes, il y a deux approches, soit on essaie de faire une approche active, donc on ajoute nous-mêmes tatouages dedans. Et il y a approche passive, c'est quand on essaie de retrouver les traces. Et donc les traces de IA génératif, on peut les retrouver. Le problème, c'est quand il y a nouveau IA génératif qu'on n'a jamais vu, donc on n'arrive plus à détecter les traces. Et donc en ce moment, je peux vous dire que du point de vue de deepfake, si vous avez déjà quelques exemples de deepfake générés par cette IA, il n'y a pas de problème, on est déjà à 98%, en fait c'est rapide et c'est déjà, je pense que plus ou moins résolu. Le problème c'est plutôt quand on est dans le cas de deepfake inconnu, en fait la méthode qui n'était jamais vue par notre système, par notre détecteur. Et du coup là, il faut continuer, il y a les recherches dessus, je pense que il faut continuer dans les deux directions. Il n'y a pas de direction juste une seule et qu'il faut prendre. Il faut continuer à chercher comment on peut tatouer, comment on peut utiliser crypto post-quantique peut-être. Il y a plein de choses intéressantes, je pense. Il y a beaucoup de challenges de point de vue scientifique qui s'ouvrent avec IA génératif. Et je suis quand même d'accord. Ça, c'est côté scientifique que je veux continuer à faire. Mais de point de vue de société, je suis tout à fait d'accord qu'il faut quand même dire... je ne suis pas d'accord que tout le monde sait que les fakes existent. Parce qu'il y a les gens... je ne sais pas, moi, je montre parfois à ma maman les deepfakes. Elle dit, c'est une vraie personne. Elle n'est pas choquée du tout. Donc, elle n'a pas... Elle n'essaye pas à chercher que c'est un fake. Donc, il faut plutôt, je dirais, pendant les fêtes des sciences ou des autres activités qu'on fait pour les citoyennes, au moins à la région, montrer quelles sont les petites traces, justement, qu'il y a la peau qui n'est pas toujours régulière ou peut-être quand il y a la peau très parfaite, ça veut dire que c'est aussi du fake qui a passé par ici. Et après, il ne faut pas... Et après, il faut pas... cultive des imperfections exprès. Non, mais et après, même dans des images qui sont générées avec DALL-E ou d'autres générateurs, en fait, il y a les gens qui ne savent pas. Ils disent, est-ce que c'est généré ou pas? Et moi, pourtant, quand je regarde, je dis, regarde, il y a incohérence parce que, je ne sais pas, il y a Rose qui pousse d'un côté qui ne doit pas pousser ou les choses comme ça. Et les gens, ils ne le voient pas, en fait. Donc, il faut plutôt enseigner un peu, pas enseigner, montrer justement les exemples et dire qu'il faut regarder ces petites incohérences dans les images ou des vidéos. Donc, je pense qu'il faut faire de deux côtés, en fait. On ne peut pas faire qu'un seul. Donc en synthèse, et puis on reprend quelques questions. Donc Stéphanie, c'était observer les dynamiques, ce qui se passe et les effets de ce qui se passe pour anticiper. Non, je te la passe après. Je voulais juste réagir sur ce que disait Julia. Alors, vas-y. Non, en fait, le point clé, c'est effectivement l'éducation. C'est une de nos fortes recommandations, c'est effectivement que les gens apprennent. Et c'est pas nouveau, hein, nos grands-parents, ils faisaient confiance qu'à la radio, nos parents, peut-être la télé. Nous, on est plus un peu sur Google. Nos enfants, effectivement, il faut qu'ils apprennent à discerner un deepfake d'autres choses. Voilà, désolé. Merci du rebond, puisque du coup, après l'Observatoire, on a effectivement, et c'est très transversal, un souci d'éduquer, mais ça part très en amont de sensibiliser,
de manière très large. Tu as rementionné les jeunes. On a aussi mentionné les personnes fragiles face à l'IA générative. Et c'est souvent des publics que l'on n'adresse pas et que l'on oublie. Donc il y a sans doute des dispositifs et des façons de faire un peu originales, parce que les méchants, comme les appelle Yulia, et j'aime bien cette simplicité, savent très bien s'adresser à ces personnes-là. Et c'est pour ces méchants, ce sont des outils juste fantastiques qui leur facilitent le travail vis-à-vis de publics fragiles. Donc ça doit faire partie, dans nos préconisations, des publics cibles, de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation. Et puis, les troisièmes préconisations, alors on a du scientifique, du développement technologique, vous l'avez entendu. Ce qui était important, c'est de dire, ce qui serait bien, ces développements, c'est de les faire en même temps qu'on pourrait avoir un certain nombre de développements très liés sur le plan réglementaire, sur le plan de comment va-t-on mettre en œuvre et appliquer, permettre de mettre en œuvre et d'appliquer de manière efficace ces développements qui sont, par exemple, faits pour la protection d'un certain nombre de publics, la protection des droits d'auteur, etc. Donc, est-ce que j'ai retraduit et reformulé correctement vos préconisations ? Vos préconisations. La dernière, c'est il faut absolument que nous puissions continuer ce genre de groupe de travail avec toutes les personnes qui ont envie d'y contribuer. Et je pense que Minalogic et ses think tanks est particulièrement bien placé pour en animer un certain nombre. Au sein du MIAI, pareil, en connexion, parce qu'au finalement, on est très très bien connectés. Donc voilà, l'initiative, on a vraiment envie qu'elle continue. Et maintenant, on a le temps de quelques questions. Prendre quelques questions. Alors, on commence par les filles. Merci. En fait, moi, j'ai une question. Alors, j'imagine que là, vous avez beaucoup synthétisé vos préconisations. Donc voilà, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est par rapport à l'éducation. Là, j'imagine que je suis dans un contexte où la plupart des gens, déjà de base, essayent de limiter le temps d'écran de leurs enfants, vont expliquer à leurs enfants ce qui est un fake, etc. Mais est-ce que vous avez mis en exergue un peu le côté social, enfin le facteur social aussi d'exposition à ce genre de choses et enfin, il y a quand même une grosse inégalité, je pense, sur le côté éducatif. Voilà. En fait, comme Sylvie l'a dit, on a beaucoup mis en avant ce qu'on a considéré, nous, comme des populations vulnérables, qui peuvent être les populations qui sont déjà victimes de la fracture du numérique. Alors, la fracture du numérique, elle peut s'exprimer de plein de manières différentes. Ça peut être de ne pas avoir d'accès, mais ça peut aussi avoir des accès, finalement, qui ne vont pas avoir été aussi peut-être réfléchis que les accès que vous venez de mentionner. Je vais en profiter pour redonner un autre exemple du fait qu'on n'est pas tous égaux face aux images qu'on voit. On a un alumni à GEM, il s'appelle Samuel Durand, il fait beaucoup de choses sur la technologie au travail. Et donc, il a travaillé avec un photographe. Donc, ils ont fait une série de photos traditionnelles, la technologie dans l'industrie. Et ils se sont dit, ce serait sympa de faire une photo avec IA générative. Et en fait, le photographe, qui est donc un œil d'expert, un peu de la même manière que vous semblez évidemment regarder les images, le photographe a fait 3000 prompts avant d'arriver à une photo qu'il considérait d'être du niveau du reste de l'exposition. En fait, vous et moi, quand on génère une image, alors peut-être pas vous tous, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont super calés, mais généralement, quand on génère une image par IA générative, on vérifie vite fait qu'il n'y a pas 6 doigts, parce que ça, tout le monde nous l'a un petit peu rabâché. On regarde un peu, mais on est relativement vite satisfait de ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment regarder les images. Et bien ça, je trouve que c'est un vrai exemple du fait qu'il y a des gens qui ne vont pas savoir comment les regarder et puis qui vont être d'autant plus happés par ces écrans et par ces images parfois aussi très satisfaisantes. Oui. Bonjour. Donc moi, par rapport à l'IA générative, ce qui me dérange, c'est pas. On a beaucoup parlé sur la forme, c'est-à-dire le son, l'image. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est sur le fond, parce que des fois, l'humain peut générer de la fausse information et l'IA, au contraire, peut relayer de la bonne information, bien qu'elle soit issue de deepfake, avec, par exemple, des animateurs qui n'ont pas le temps de s'enregistrer, donc ils vont relayer ça à une machine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de savoir quelles sont les variables que l'on pourrait utiliser pour mettre l'information humaine et l'information issue de la machine sur le même pied d'égalité et pouvoir les comparer ensemble. Voilà. Merci. C'est pour toi, Thierry. Ouais. Je ne sais pas, pied d'égalité, je ne sais pas si c'est le bon terme. On les évalue ensemble, on est obligé de les mettre
Oui, je vois ce que. Non, je rebondissais juste sur le terme. Moi, je crois qu'il y a un besoin d'explication, enfin d'explicabilité, comme on dit. Alors, si on part dans l'explicabilité, ça veut dire qu'on rentre dans le cœur des modèles. Donc, plutôt d'interprétabilité, savoir comprendre le plus simplement possible comment une décision a pu être prise par l'IA. Et là, c'est peut-être le côté positif de l'IA générative qui va nous permettre, par exemple, de générer des images qui permettront au plus juste, au plus près, par exemple, d'une image. Prenons un exemple concret. Vous êtes en train de conduire et vos capteurs sur le véhicule vous signalent qu'effectivement, vous pouvez tourner à gauche. Et paf, c'est l'accident. Donc, on revisionne les images. Qu'est-ce qui fait que l'IA a pris cette décision? Le feu vert. Et l'idée, peut-être, d'aller chercher par IA générative, donc de créer une fausse image qui va être au plus près que de l'image qui a déclenché la décision de l'IA, mais qui, elle, fait basculer la décision dans l'autre sens. Et à partir de simplement une paire d'images, on peut essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Du moins, tout à chacun peut comprendre qu'effectivement, si l'image recréée, générée est effectivement très loin de la situation, on se dit l'IA a été défectueuse. Si ce n'est pas le cas, voilà. Donc c'est un peu ces questions-là aussi qu'on essaye d'adresser, l'aspect transparence et interprétabilité, qui, sur le plan juridique, pourrait être aussi une variable d'ajustement pour aller sur de la responsabilité civile, par exemple, peut-être un jour. Parce que bon, on a à disposition des outils, mais ces outils peuvent nous mettre en danger. Donc comment se défendre? Merci. J'ai une question. Une dernière question, parce qu'on a vu l'heure. Bonjour à tous, merci pour la presse. Donc moi je suis Ali, responsable lab chez EasyVista. Donc il y a 2 points que je voulais aborder. Le premier relatif aux ados. Donc ils sont à fond donc, sur TikTok et compagnie. Donc ils voient plein de vidéos, ils les croient. Donc il y a mon fils qui vient, il dit regarde papa, j'ai une représentation en 4D d'un tel concept. Il lui dit mais attention, ça c'est faux, il faut vérifier. Donc moi je l'invite souvent à la double vérification. C'est-à-dire à multiplier les sources pour pouvoir discerner le vrai du faux. Ne pas prendre la première info telle qu'elle. Et l'autre sujet aussi qui m'intéressait, c'était le côté vraiment négatif, l'usage des deepfakes. Quand vous aviez évoqué imiter la voix d'une personne pour extorquer de l'argent, etc. Et là, à un moment, vous aviez évoqué ce qu'on appelle des deepfake détecteurs. L'idée serait peut-être de les embarquer dans des applis mobiles et qui pourraient automatiquement nous alerter, tout comme aujourd'hui on a des applis, quand il y a un appel, et tout de suite ils nous disent attention, c'est un spam. Donc ce serait peut-être une réflexion à avoir d'un point de vue technique. On a des IA qu'on peut embarquer dans des mobile phones. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors oui, Philippe va conclure, mais je vais dire une phrase. Je vais juste prendre la réponse. Ouais. Le seul reproche que je fais à ce think tank, c'est qu'on avait un déficit d'industriels. Donc je rebondis sur embarquer un deepfake detector dans un mobile, ou etc. C'est un business pour les industriels. Les académiques ont fait la science quelque part, et maintenant effectivement il faut qu'on amène ça au marché. Donc là, peut-être la poursuite qu'on donnera à ce groupe, c'est justement d'embarquer des gens qui veulent se préoccuper de rendre ça disponible au plus grand public. Voilà. Et alors, dans la préconisation, il y avait embarqué effectivement plus de gens, dont des industriels, dans un lab pour tester les choses concrètement. Voilà. Ces solutions, pouvoir les tester avec les vraies parties prenantes et les plus fragiles. Exactement. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je te donne la parole pour conclure. J'ai demandé à Sylvie le mot de la fin. On a mentionné les deepfakes dans l'industrie, les industries culturelles et créatives, donc la photo, les vidéos, etc. C'est une industrie qui est particulièrement impactée par l'IA. Donc il y avait le marché international du film d'animation à Annecy la semaine dernière. Dans la compétition officielle, il y a un film qui a été présenté qui était généré à 100% par de l'IA, qui a été hué. Alors que la tradition là-bas, c'est on reconnaît le travail des gens, donc après une présentation, on applaudit même si on n'a pas aimé le film. Pourquoi ça? C'est parce qu'effectivement, ils se sentent menacés par l'IA plus que le côté... Ils ne voient pas le côté opportunité pour l'instant, même si effectivement, il pourrait être plus efficace, etc. Et donc, fort de ce constat, Minalogic organise une journée IA et ICC le 9 juillet à Annecy. Donc voilà, je vous invite à regarder ça si c'est un sujet d'intérêt pour vous, parce qu'on va continuer de débattre, pas que des deepfakes, mais autour de l'utilisation de la technologie pour cette industrie particulière. Ce qu'on pense aussi, c'est que les ICC sont souvent à la pointe de tous les changements technologiques. Donc ce qui les impacte aujourd'hui, ça va peut-être impacter d'autres industries dans quelques mois ou années. Donc même si vous n'êtes pas des ICC, ça peut être
s'ouvrir un peu les idées sur comment certaines industries sont impactées par ça.